En 2018, les contribuables français ont payé 138 € de redevances audiovisuelles pour financer le service public. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. Et pour ce Zoom du jour, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Christian Gérondeau pour son nouvel essai « L'air de Paris est pur ». L'air est pur à Paris, mais personne ne le sait. La pollution des esprits. Christian Gérondeau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur TV Liberté. On avait déjà eu l'occasion de se rencontrer la dernière fois pour votre ouvrage « Le CO2 est bon pour la planète ». Vous revenez avec « L'air est pur à Paris, mais personne ne le sait ». Un titre très tape à l'œil et qui va à l'encontre des idées reçues. Ah mais tout à fait. Je dois dire que moi-même, quand je me suis plongé dans ce dossier il y a quelques mois, je pensais connaître l'évolution de la pollution à Paris, mais je n'avais pas imaginé qu'elle ait pratiquement complètement disparu. Et pour moi, ça a été une surprise. Et je pense que pour ceux qui nous écoutent, c'est également une surprise, parce que nous sommes abreuvés d'informations qui nous laissent entendre que la pollution ne cesse d'augmenter. Et d'ailleurs, je commence ce livre par un sondage que j'ai fait faire, un sondage d'opinion par l'IFOP, qui montre que 1 à 3% des Français disent que la pollution diminue dans nos villes, c'est-à-dire que pratiquement tout le monde pense qu'elle augmente. Or, la pollution à Paris et dans les autres villes françaises est pratiquement en voie de disparition. C'est d'ailleurs assez normal quand on y réfléchit. On a dépollué les chauffages. On se souvient qu'autrefois, il y avait des fumées noires qui sortaient parce qu'on se chauffait au charbon. On a dépollué les usines. D'ailleurs, les usines sont plutôt parties des villes. On a dépollué les voitures. Les vieux diesels, il y avait de la fumée qui sortait. Maintenant, il n'y en a plus. Il y a des normes extrêmement strictes. Donc, on a tout dépollué. Et pourtant, tout le monde pense que la pollution augmente. Donc, ça a été une surprise pour moi, et certainement une surprise pour ceux qui nous écoutent. Mais la réalité, j'ai pris tous les polluants. Il y a 7 grands polluants. Je les ai tous pris un par un. Ou bien ils ont complètement disparu, ou bien ils sont en voie de disparition. Et d'ailleurs, on en a une preuve, c'est qu'il suffit de regarder les immeubles à Paris, les façades des immeubles. Prenez les vieilles cartes postales. Vous vous apercevez que tout était noir. Et depuis le Moyen-Âge, tout était noir à Paris à cause de la fumée. La fumée des chauffages ou la fumée des cuisines. Eh bien maintenant, prenez par exemple Notre-Dame, la cathédrale de Paris, il y a 25 ans qu'on l'a ravalée, elle est toujours blanche. C'est une preuve de plus que la pollution a vraiment disparu et que l'air est pur à Paris. Vous parlez des 7 éléments les plus polluants, donc on va les rappeler, monoxyde de carbone, benzène, le plomb, l'oxyde d'azote, l'ozone, les particules fines, les fameuses particules fines, et le dioxyde de soufre. Quand vous présentez cet ouvrage, L'air est pur à Paris, évidemment, la plupart des réactions, comment pouvez-vous dire ça? Mais vous vous appuyez sur des éléments directement d'Airparif. Absolument. C'est ça qui est tout à fait étonnant. C'est que tout le monde croit que la pollution augmente. Alors j'ai pris tous les rapports d'Airparif, mais pour la province ce serait pareil, à Lyon, à Strasbourg, ou à Bordeaux, ou à Nantes. Les rapports du ministère, le ministère de l'Environnement, en charge de l'environnement, d'un organisme qui s'appelle l'ADEME, dont tout le monde a plus ou moins entendu parler, des observatoires statistiques officiels, je n'ai pas trouvé une seule fois une déclaration qui dise que la pollution augmente. J'ai trouvé par contre beaucoup de déclarations disant la pollution diminue. Et les chiffres sont là, ce sont des divisions par 5, par 10, et puis quelquefois même encore plus que ça, puisqu'il y a des polluants qui ont totalement disparu. Alors la question qui se pose, c'est, mais comment se fait-il, puisque les rapports officiels montrent que la pollution a disparu, que tout le monde croit le contraire? Et c'est ce que j'explique dans ce petit livre. C'est pas par hasard, c'est organisé.
Prenez les rapports d'Airparif. Ils vous montrent que la pollution disparaît. Mais quel est le titre? Le titre, c'est toujours « La situation est inquiétante et problématique ». Donc, vous avez la réalité, c'est-à-dire la disparition de la pollution, toutes les courbes, tous les chiffres que vous voulez, et les titres qui donnent l'impression contraire. Alors, c'est une des méthodes qui explique, il y en a d'autres, la désinformation, qui est à la limite scandaleuse, parce que c'est un problème de santé, c'est un problème de santé publique, c'est très important pour la vie de nos compatriotes. Et surtout, cette vision négative, qui est fausse, donne une impression générale, elle contribue au pessimisme, parce que finalement, si le progrès à l'époque moderne a pour résultat d'augmenter la pollution, c'est pas vraiment le progrès. Or, le progrès, non seulement n'a pas augmenté la pollution, il l'a fait disparaître, mais comme je le dis dans mon sous-titre, personne ne le sait. Mais justement, personne ne le sait, et pour vous avouer la vérité, j'étais un petit peu sceptique en lisant ce titre, « L'air est pur à Paris ». Les indices sont là, la pollution est en diminution, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que l'air est pur ? On peut dire que l'air est pur. Par exemple, prenons, vous allez voir le degré de précision, prenons les particules fines. On en a beaucoup parlé des particules fines. Les particules fines, ça peut être nocif, ça peut provoquer des maladies, des bronches, ça peut provoquer des cancers. Mais les particules fines, ça a toujours existé. Ça existe même à la campagne, parce qu'il y a certaines de ces particules qui sont faites par des pollens, par des sources tout à fait naturelles. Parlons un tout petit peu chiffres, il faut quand même parler chiffres. Autrefois à Paris, c'est pas tellement vieux, enfin il y a une 50aine d'années, on était autour en moyenne, de 200 microgrammes par mètre cube. Alors, 200 microgrammes par mètre cube, ça ne veut rien dire. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à 20. Donc, ce sont les rapports d'Airparif, c'est pas moi qui le dis. Donc, division par 10. Alors que tout le monde est persuadé, puisqu'on en parle, que les particules fines, il y en a de plus en plus. Alors 20, vous me direz, qu'est-ce que c'est ? C'est assez facile à voir, parce que Airparif, c'est un organisme qui est très bien fait pour toute l'île de France, et qui relève, par exemple, ce qui se passe dans les forêts. En forêt de Rambouillet, il y a 15. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a 20 à Paris, pour les particules fines, 15 en forêt de Rambouillet. Bon, la différence, elle est quand même pas énorme, mais surtout, on avait 200 il n'y a pas longtemps. Donc c'est là où on peut dire que la pollution est en chute, encore une fois, ce sont les chiffres officiels, et qu'on n'est plus très loin de ce qui se passe à la campagne. Bien entendu, on n'arrivera jamais à zéro, puisqu'une bonne partie de ces particules fines sont d'origine tout à fait naturelle, il y en a toujours eu. Alors, il faut rassurer ceux qui nous écoutent, est-ce que c'est très dangereux ? Alors là, probablement, on pourrait le croire, puisque chaque année, on a des rapports qui nous disent qu'il y a 48 000 morts par an dus à la pollution de l'air. 48 000 morts sur 500 000 morts. Bon, une proportion énorme. Simplement, quand on regarde les choses, d'où sortent ces 48 000 morts ? Ce sont des chiffres qui sortent d'études parfaitement théoriques et totalement impossibles. Parce qu'on sait que les maladies, les cancers du poumon, du larynx, etc., c'est 35 000 morts par an. Et on sait qu'ils proviennent presque tous du tabac. Parce que entre la pollution de l'air et ce qu'il y a dans une fumée de cigarette, le rapport est de 1 à 1000. Donc, l'essentiel de ces 35 000 morts proviennent du tabac. Bon, tous les médecins vous le diront. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir 48 000 morts dues à la pollution de l'air ? Ça ne tient pas debout une seconde. Et d'ailleurs, le dernier rapport du Centre international de recherche sur le cancer vient de revoir les chiffres, et maintenant on parle de 1400 morts. 1400 morts peut-être, mais alors pourquoi est-ce qu'on parle de 48 000 ? Donc on a là un autre exemple de désinformation absolument manifeste. En réalité, la qualité de l'air à Paris et dans les villes françaises, on l'a vu, est très proche de ce qu'elle est à la campagne. Il n'y a aucun risque particulier. De toute manière, on n'arrivera pas à zéro, puisque, je vous dis, en forêt de Rambouillet, on est à 15. Bon, on n'arrivera pas à zéro à Paris. Je voudrais juste un petit peu élargir le sujet. Vous l'évoquez également un petit peu dans l'essai. C'est des comparaisons à l'international. Vous prenez, par exemple, les résultats à Riyad en Arabie Saoudite, à New Delhi en Inde, au Caire en Égypte ou à Dhaka au Bangladesh. Et là, les résultats sont
10 fois, 100 fois supérieur à ce qu'on a à Paris. Pourtant, le nombre de décès, donc 48 000 décès dus à la pollution, n'atteint pas ces chiffres dans ces pays-là. Ben, c'est-à-dire que s'il y avait vraiment, en France, aujourd'hui, 48 000 décès dus à une pollution qui est divisée par 10, ben, ça veut dire qu'il y a 50 ans, on aurait eu 480 000 décès de la pollution de l'air, c'est-à-dire pratiquement plus que le nombre de décès en France. Donc ceci pour montrer que ça ne tient pas debout. En revanche, ce qui est réel, c'est la différence énorme qu'il y a aujourd'hui entre les pays développés et les pays en développement. Tous les chiffres que vous venez de citer, c'est les chiffres des pays en développement. C'est la situation que nous avions il y a 50 ans. Avant qu'on fasse les efforts qu'on a faits pour les immeubles, pour les industries et pour les véhicules. Donc aujourd'hui, on peut dire que de ce point de vue-là, la planète est coupée en deux. Vous avez tous les pays développés, parce que Paris, c'est pas différent de Londres ou de Berlin, ou de New York, ou de Minneapolis, si vous voulez. Les pays développés qui ont dépensé beaucoup d'argent pour ça, ont réussi, pratiquement la pollution a disparu dans les villes des pays développés. Par contre, les pays en développement sont au stade où on était il y a 50 ans. Ils vont arriver aussi à maîtriser les choses, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande beaucoup d'argent. Mais ils sont engagés dans cette voie. Je prends un pays comme la Chine. On parle toujours de la pollution à Pékin ou à Shanghai, dans les grandes villes de Chine. Elle est très élevée. Mais elle diminue maintenant très vite, parce que les Chinois sont certainement pas plus bêtes que nous, on peut même demander par moments s'ils sont pas plus intelligents, ils appliquent les mêmes méthodes, donc pour leurs centrales à charbon, maintenant ils les remplacent par des centrales à gaz, pour les voitures ils ont des normes qui sont pratiquement les mêmes que nous, si bien que, une bonne nouvelle pour ceux qui vont voyager là-bas, la pollution en Inde, en Chine, est engagé sur la voie de la diminution. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, parce que ça demande beaucoup d'argent. Pour revenir sur le cas parisien de la pollution, Christian Gérondeau, vous mettez également un point sur les seuils d'alerte et d'information avec des mesures qui sont faussées, avec notamment des calculs établis sur des zones où il n'y a pas d'habitants. Oui, alors ça c'est encore autre chose. Il faut savoir qu'il y a deux types d'appareils de mesure, ou plutôt deux types d'implantation des appareils de mesure d'Airparif. Il y a ceux qui représentent la moyenne de l'agglomération, qui sont implantés loin des trottoirs, si vous voulez, et puis il y en a d'autres qu'on appelle les stations de trafic, qui sont implantées le long du boulevard périphérique, le long des grands boulevards ou le long des autoroutes. Et ça n'a rien à voir, parce que cette seconde catégorie de mesures, d'appareils qui sont implantés en bordure de l'autoroute, par exemple, ou de boulevard périphérique, c'est intéressant à suivre, mais ça correspond en rien à l'air que les Parisiens ou les Franciliens respirent. Personne n'habite à 2 mètres d'une autoroute, sur le trottoir. Donc, en réalité, il y a confusion très souvent entretenue entre ce que les Parisiens ou les autres habitants de la région respirent, qui est très satisfaisant, et les quelques appareils qui sont en bordure des voies de circulation, où là on voit des dépassements. Et quand vous lisez les rapports officiels, il faut vraiment le savoir, parce qu'on a l'impression, quand on voit des chiffres élevés, qui correspondent à ce que respirent les habitants de la région. Pas du tout. Ces chiffres élevés, ils correspondent à ce qu'on mesure en bordure du boulevard périphérique et des autoroutes, c'est-à-dire là où personne n'habite. Donc c'est aussi un des biais qui est introduit. Il faut vraiment bien connaître le sujet, et c'est ces mesures qui sont évidemment plus élevées quand vous êtes en bordure d'une autoroute que quand vous êtes dans un parc, qui permettent de titrer que la situation est problématique, alors qu'en réalité, elle n'est plus du tout problématique. Mais alors pourquoi les élus, et donc Anne Hidalgo en tête pour Paris, les élus continuent-ils à dire que l'air est pollué, qu'il y a des seuils atteints, qu'il faut mettre en place les vignettes critères, les journées sans voiture dans Paris? Quel est l'intérêt ? Je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a d'abord la méconnaissance du sujet. Qui est-ce qui va informer Mme Hidalgo, ou bien M. Hulot, ou bien M. de Rugy, le ministre actuel, de la réalité des choses? Bien, ce sont ces organismes dont on vient de parler, Airparif, l'ADEME, le ministère. Pensez-vous que des gens qui travaillent à Airparif, par exemple, qui s'aperçoivent qu'il n'y a plus rien d'important à observer, vont dire
Ils vont pas le dire. Ils vont pas dire ce que nous faisons. Nous sommes un observatoire qui n'a plus rien à observer. Ce serait mettre en cause leur existence. Donc, ces responsables politiques reçoivent des informations biaisées. Ça, c'est la première cause. Et à la limite, ils sont, mais je suis sûr, de bonne foi. Parce que personne n'aura jamais dit, aussi clairement que nous essayons de le dire aujourd'hui, la réalité des choses. Quand on voit que tous les polluants, là vous avez les graphiques sous les yeux, sont en chute, et que tout le monde pense que la pollution augmente. Il y a quand même un problème. Donc, il y a d'abord ce fait que les responsables reçoivent des informations erronées. Et puis, il y a le fait aussi, si vous parliez de Madame Hidalgo, d'une confusion incroyable. Madame Hidalgo dit que le premier objectif de la politique d'environnement de Paris, c'est lutter contre le changement climatique. Vous pensez que la ville de Paris peut faire quelque chose contre le changement climatique, qui est un phénomène planétaire? Eh bien, Madame Hidalgo le croit. Et elle dit, pour lutter contre le changement climatique, il faut interdire le diesel, parce qu'il émet des particules fines. C'est écrit dans le dernier livre que vient de publier Madame Hidalgo. Ceux qui connaissent ce sujet se pincent. Les particules fines, c'est un phénomène local. Le changement climatique, sur lequel peut-être le CO2 a une influence, c'est un phénomène mondial. Confondre le phénomène local et le phénomène mondial, bon, c'est très surprenant, mais Madame Hidalgo confond. Et je pense que M. Hulot confond et que M. de Rugy confond. Des choses qui n'ont rien à voir, rigoureusement rien. Et donc, à partir de ce moment-là, intervient leur intérêt. Bon, pour un homme ou une femme politique, c'est valorisant de dire qu'on va lutter contre le changement climatique ou la pollution de l'air, surtout quand on croit que c'est la même chose. Ça fait très bien. On peut écrire des livres, on peut dire qu'on est là pour sauver la planète, pour sauver la santé. Donc là, il y a un intérêt qui s'ajoute à une désinformation. Je crois que c'est ça, l'explication. Intérêt politique, intérêt économique ? Alors, pour l'instant, là, je parle d'intérêt politique. Bon, je ne vais pas plus loin. Maintenant, il y a des professions qui ont des intérêts économiques. Bon, c'est clair que, je ne sais pas, les gens qui vendent des vélos ont intérêt à ce qu'on dise que la voiture pollue. Entre parenthèses, il y a de plus en plus d'utilisateurs du vélo et qui ne se plaignent pas vraiment de la pollution. Parce que eux qui roulent à vélo voient bien. Enfin, s'il y avait beaucoup de pollution, je peux vous dire qu'on entendait beaucoup de protestations. Mais en réalité, il n'y en a plus de pollution. De temps en temps, il y a une voiture qui est mal réglée. Ou un deux roues. Peut-être plus souvent les deux roues. Mais en dehors de ça, non. L'air à Paris est parfaitement respirable. Mais ceci pour dire qu'il peut y avoir des intérêts économiques. Alors, il y en a sur le plan du changement climatique. Les gens qui font des éoliennes, bon, bien entendu, ont intérêt à ce qu'on explique que l'air est mauvais. Que l'air est mauvais, etc. Mais il y en a d'autres qui font des panneaux solaires, etc., dont nous n'avons pas besoin, puisque en France, on est le premier exportateur mondial d'électricité. Bon, pourquoi diable dépenser de l'argent pour quelque chose dont on n'a aucun besoin? Mais si vous voulez, il y a des intérêts économiques, on ne peut pas le nier. Je ne pense pas que ce soit le plus important. Vraiment, le plus important, c'est cette confusion entretenue entre la pollution locale qui a disparu pratiquement entièrement, et le changement climatique. Et c'est le fait que nos dirigeants sont désinformés et peut-être trouvent intérêt à être désinformés. Pour conclure cet entretien, Monsieur Gérondeau, est-ce que vous pensez donc que la pollution de l'air est un faux sujet ? C'était un vrai sujet, indéniablement. Mais aujourd'hui, ce ne l'est plus. Ce n'est encore une fois pas moi qui le dis, ce sont tous les rapports officiels. Ceux qui ont le temps peuvent se plonger dans le bilan annuel d'Air Paris. Alors c'est un gros bouquin, ça fait plus de 100 pages. Toutes les courbes sont en chute. Et pour certains produits, il n'y a pas de chute, il y a disparition. Vous savez, on se souvient qu'autrefois, il y avait le smog. Le smog à Londres, en 1953, a tué 10 000 personnes. C'était quand même un phénomène épouvantable. Aujourd'hui, il n'y a plus de smog, puisque le principal constituant du smog, c'était l'oxyde de soufre. Comment on a supprimé le soufre du chauffage ? Par le charbon. Il n'y a plus de charbon au soufre.
On a supprimé les usines et on a supprimé le soufre qui autrefois existait dans le carburant diesel. Eh bien, il n'y a plus du tout de soufre, plus du tout de SO2 dans l'atmosphère. C'est ce que constatent les appareils d'air par if. Là, la disparition, elle est totale. Le degré de concentration qu'on observe, c'est 0. C'est vrai pour le plomb, c'est vrai, pratiquement vrai pour le monoxyde de carbone, c'est en train de devenir vrai pour le benzène, c'est en train de devenir vrai pour pratiquement tous les produits. Et la conclusion, si c'est une conclusion, c'est que oui, l'air est maintenant pur à Paris, dans les grandes villes françaises aussi, et je dirais plus généralement dans le monde développé. Il ne l'est pas dans les pays en voie de développement. Ça viendra, mais ça prendra du temps. Eh bien parfait, ce sera le mot de la fin, Christian Gérondeau. Je rappelle votre essai « L'air est pur à Paris, mais personne ne le sait, la pollution des esprits », et c'est aux éditions de l'Artilleur. Merci beaucoup, monsieur Gérondeau, d'être avec nous. Merci beaucoup.